Bonsoir à toutes et à tous. Content de vous retrouver dans notre rendez-vous hebdomadaire. Voilà, comme d'habitude, on va dédier ce cours pour la refoua chez les mains de tous nos proches. Betor Sha'ach l'Israël. Liora Michal Bat Raya Simcha Linda. Maya Ruth Bat Sarah Salomé. Rabbi Me'anissim Ben Rachel. Rabbanit Sarah Bat Orli. Orli Bat Alice Aisha. Rabbi David Ben Esther. Michael Ben Esther. David Chaim Daniel Chaim Ben Orli Mechila. Daniel Rivka Bat Alice Aisha. Yehudit Bat Daniel Rivka. Luna Bat Rivka. Tinok Eliezer Shimon Chai Ben Bat Sheva. Avraham Ben Rachel. Et Yael Chaya Sarah Bat Martin. Et aussi une bonne délivrance. La semaine dernière, on a dit une bonne libération. Non, c'est pas ça, c'est une bonne délivrance. Pour Ora Luna Rachel Bat Sarah. Voilà, on va évoquer deux thèmes sur la paracha cette semaine, très intéressant. Le premier thème déjà, c'est le qui est ramené dans la paracha. Donc c'est le comportement. Les deux thèmes qu'on va ramener, les deux idées très importantes qu'on va ramener, c'est par rapport à Eliezer et son comportement. Donc la question qu'on peut se poser, comment Abraham il a envoyé Eliezer pour chercher donc une kala pour son fils. Chaque année on écoute ce sippour qui est très joli, mais vous allez voir qu'il y en a un enseignement très important pour ceux qui ont des enfants en âge de se marier, que l'on peut tirer de ce comportement. Donc on va renforcer un peu la question. Premièrement, se demander comment Eliezer est allé, comment Abraham l'a envoyé et a eu confiance en lui. Quelle fiabilité il pouvait avoir de cette personne pour chercher une fiancée. Il lui a dit clairement, tu iras, tu lui donneras les bijoux et tu vas la réserver pour mon fils, même sans que je la voie, je vais te faire entière confiance. C'est pas un peu bizarre quand même? On va un petit peu éclaircir déjà la question avec une notion que nous ramène Rav Dessler. Il nous dit qu'en réalité, pour faire, ça paraît évident, mais bon, pour s'assurer d'une bonne mesure, dans tous les domaines, il faut prendre une machine qui soit fiable. Ça paraît évident. Mais bon, vous allez comprendre qu'est-ce que veut dire la machine en question. Ici, elle s'appelait Eliezer. Et quelle était la fiabilité d'Eliezer par rapport à Abraham lui-même? En quoi il a eu confiance d'envoyer son serviteur. Donc ça, c'est déjà la première manière de renforcer la question. Et on va mieux comprendre la question en réalité en tentant déjà un début de réponse, à savoir que en réalité, quel intérêt a eu Abraham envoyé Eliezer? C'est de comprendre que s'il est à lui-même, il avait compris quelque chose. C'est que moi, quand j'écoute, par exemple, un Dvar Torah, deux personnes qui vont écouter le Dvar Torah, on va leur demander après coup de quoi ça parlait. Ils vont nous le décrire de deux manières différentes. Pourquoi? Le même Dvar Torah, ils l'ont écouté au même moment, c'est-à-dire, c'est pas qu'une personne le raconte dans une Keïla et après dans une autre Keïla, non. Ils l'ont écouté au même moment de la personne en question. Ils ont entendu les mêmes mots. Comment que ça se fait que les deux vont nous ramener une description très différente? Il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu. Et pour aller un peu dans le sens de ce que nous a dit Rav Dessler, la précision de la machine, c'est pas forcément qu'elle soit fausse dans son analyse, c'est que l'analyse va être différente, elle va être subjective. En quoi elle va être subjective? C'est que nous, quand on va écouter un Dvar Torah, on va essayer de l'introduire dans nos concepts. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Nos concepts, c'est quoi? Ça veut dire, ce Dvar Torah, on va venir le faire entrer par rapport à des détails que nous retenons, qui nous concernent, ou alors au niveau de l'émotion aussi, ça va jouer beaucoup. Si on a été ému, les choses qui nous ont plus marqué que d'autres, qui ont eu un lien qu'on a pu identifier un peu avec notre vécu, et aussi on va puiser dans ce Dvar Torah des éléments qui nous intéressent pour notre
pour notre avancée, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce Sefer Torah? Chacun selon son concept. Celui qui étudie, celui qui travaille, celui qui est Bachor Yeshiva, celui qui est adolescent, celui qui est retraité. Chacun dans le Sefer Torah va essayer de voir, pour mieux le comprendre, des éléments qui lui ressemblent. Donc là, hein, on comprend un peu maintenant pourquoi Abraham a envoyé Eliezer. En réalité, si jamais il est allé lui-même, qu'il avait vu la personne, eh ben ça vient fausser toute la réalité. Et là, on comprend une notion aujourd'hui, quand beaucoup dans les couples d'un côté, beaucoup disent qu'ils veulent se connaître, entre guillemets, avant le mariage. Chacun saura son intelligence pour savoir qu'est-ce que ça veut dire, se connaître avant le mariage. Beaucoup veulent se connaître. Et pour autant, dès qu'ils se marient, ils s'aperçoivent qu'ils ne se connaissaient pas du tout. Comment ça fonctionne? C'est quoi? C'est juste, on va dire, on constate cela. C'est un constat de fait. On peut le comprendre. Baruch Hashem, avec cette analyse de la paracha, on comprend mieux. Pourquoi? Comment que ça fonctionne? C'est qu'en réalité, la personne qui a rencontré donc un conjoint ou une conjointe de manière un peu subjective, en se fiant à son extériorité, à son apparence, et ben l'analyse elle est totalement faussée, comme on avait avec Rav Dessler tout à l'heure. Le Rav Leibovitch il amène une analyse très intéressante, qui est la suivante. Il nous dit une personne qui va acheter une voiture, elle peut soit aller dans le parc automobile et voir les véhicules. On va voir une voiture qui a été bien lustrée, bien brillée, le compteur kilométrique un petit peu trafiqué, le moteur nettoyé mais qui n'a pas l'air d'avoir été en très bon état. Et quand on va regarder de plus près, les pneus aussi, si on va analyser le contrôle technique, il y aura plus d'anomalies que d'éléments valables, validés. Alors maintenant, il y a un deuxième comportement, c'est que moi je vais prendre une feuille, je vais noter sur cette feuille qu'est-ce que je recherche comme voiture. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je vais amener cette feuille avec ses critères au concessionnaire. Je vais voir ce que lui me propose, ce qu'il a comme véhicule. Je vais cocher par rapport à ma feuille. Est-ce que ça correspond? Est-ce que je peux superposer? Et enfin, après seulement, une fois qu'on aura fait le tri, je vais aller voir les voitures qu'il me propose. Si j'en trouve une qui correspond à ce que je recherche. Voilà. Ça, c'est le Rav Leibovitch qui nous ramène cette analyse. Donc, en réalité, on comprend maintenant pourquoi Abraham a envoyé Eliezer et en quoi c'est une grande clé de Hashem pour arriver à réussir des shidduchim. La personne, déjà qui veut se marier, elle doit vraiment marquer ce qu'elle recherche, les critères. Après, elle va demander à la chatranite, qui ne peut pas être n'importe qui. C'est pas juste une femme qui va dire non, moi je réussis, je suis très fort dans les shidduchim, j'ai beaucoup d'aslacha. Ça c'est zéro, il faut fuir. Non. Chatranite, c'est une personne qui va s'asseoir, qui va écouter les critères que veut le Bachor ou la Bachora, et qui va réfléchir par rapport aux personnes qu'elle connaît bien, qu'elle connaît au niveau du comportement. Elle va voir si ça peut être matim. Déjà dans le projet, qu'est-ce qu'il compte faire, dans les qualités de la personne et dans ses attirances, dans ses comportements, par exemple par rapport aux enfants, par rapport à l'argent. Sa tendance à être coléreux, à être calme, son intelligence, son parcours, voir si ça peut correspondre. C'est-à-dire que malheureusement, en réalité, personne qui n'est pas objective, n'aura pas du tout un choix qui sera objectif, ça paraît évident, mais on comprend mieux maintenant pourquoi Abraham a envoyé Eliezer. Franchement, quand on lit la paracha d'un premier abord, si on n'avait pas eu cette analyse de ce soir, on dirait non, c'est mystique. Abraham a fermé les yeux. Mais alors c'est une conception un peu idiote quand même. Abraham a dit je fais confiance, j'envoie mon serviteur. Aucun rapport. Il savait exactement qu'est-ce qu'il faisait. Donc, c'est sûr que dans un premier temps, il fallait avoir une analyse, mais dans un deuxième temps, ne nie pas, il fallait aussi la tefila. Mais c'est pas juste la tefila. C'est pas fermer ses yeux, boucher ses oreilles. Je me jette par la fenêtre et je dis Hachem, sauve-moi.
du haut du Empire State Building et tout va bien se passer, j'ai confiance en Hachem. Non, c'est pas ça. Le principe d'abord, Reshit Rochma Yirat Hachem. Bien sûr qu'il faut la Yirat Hachem, mais il faut aussi la Rochma quand même. On ne peut pas agir bêtement. Je vais vous ramener une petite anecdote que j'ai entendue par rapport à ça. On dit qu'une fois, il y a un baron yeshiva qui est arrivé à Aix-les-Bains et il entre dans une salle de shiur où il y avait 40 bachorim qui étudiaient. Et bon, ils étaient restés enfermés dans cette salle, les fenêtres fermées, et bon, pendant 1 heure, on imagine quand on rentre dans la salle après, ça peut sentir un petit peu fort, quand c'est resté enfermé, il y avait le chauffage et aussi certains transpirent, chacun selon son comportement, ses qualités. Et le barreau est rentré, devant Rafrakim, il a hurlé, il a dit, ça pue ici. Alors Rafrakim, qu'est-ce qu'il a répondu? Va te laver le nez. Effectivement, peut-être qu'il y avait une odeur un peu forte dans la salle, de renfermé. Mais maintenant, comment je peux aborder la chose comme on a dit depuis le début? Avec mon vécu, avec mon expérience, avec mes sentiments, avec ce que je recherche. Va te laver le nez. C'est quoi va te laver le nez? C'est pas juste va te mettre un peu de sérum physiologique dans les narines. Va te laver le nez, ça veut dire d'abord sois plus objectif. Pareil dans ce qu'on vient de dire ce soir. Le Chafetz Chaim, juste pour conclure, on voulait parler d'autre chose, mais il est déjà tard. Il nous dit comment comprend la phrase Karov Hashem, l'Echol Korav, le Rache Ikraou Emet. Ça veut dire qu'en réalité, il faut remonter quelque chose dans un shidour. On a dit, c'est sûr qu'il faut de l'objectivité, mais après il faut de la tfila. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, si moi je mets ma matérialité dans le shidour, je m'intéresse qu'à l'extérieur de la personne, qu'à son apparence, qui peut être tronquée, en plus qui peut être fausse, puisqu'elle peut jouer un jeu. Et ça, quelqu'un qui a fréquenté la personne avant le mariage, elle va s'en apercevoir le lendemain du mariage. Maintenant, Vaya Machanecha Kadosh, comme c'est marqué dans Dvarim, ça veut dire quoi? Comment maintenant déclencher, à quel intérêt de solliciter la Siyata d'Ishmaya? Car ça veut dire que nous maintenant, comment on comprend le procédé du shidour? Ça veut dire que si on éloigne la matérialité dans ce shidour, si on met la Gdusha jusqu'au mariage, alors Hachem pourra venir et nous aider. Mais malheureusement, si on ne laisse pas de place à Hachem, alors là, malheureusement, ça ne pourra pas aboutir. Voilà. On voulait parler d'autre chose, mais ça fait déjà 13 minutes 07 secondes qu'on est ensemble. Donc je vous dis Shabbat Shalom. J'espère qu'on aura appris encore beaucoup ce soir de cette paracha, qu'on va la lire autrement ce Shabbat, avec cette idée qu'on peut en tirer sur le comportement d'Abraham par rapport à Eliezer. Comprendre que c'est pas qu'un côté mystique, non, c'est beaucoup plus que ça. Apprendre comment agir dans un comportement. Juste une petite perle pour conclure quand même là-dessus. Sur une deuxième ligne que je voulais vous amener qu'on n'a pas eu le temps de voir, c'est la suivante. On dit que Rivka, quand Eliezer donc l'a rencontré, elle venait de donner à boire au chameau. Et le Shlach Kadosh, il pose une question. Il demande, elle ne sait pas trop quoi faire, parce que d'un côté, donc elle a voulu d'abord faire la mitzvah de nourrir les animaux, les Baalei Chaim, mais d'un autre côté, il y avait quand même Eliezer qui était là. Alors elle ne savait pas comment faire. Donc, elle a donné à boire à Eliezer, mais après elle a dit comment je vais faire. De deux choses l'une. Si je donne à boire au chameau juste après, ça va faire bizarre pour Eliezer, que la même cruche a donné à servir aux animaux et à Eliezer. Et d'un autre côté, si elle la jette, ça peut faire croire qu'elle pense que Eliezer il est malade. Donc comment elle allait faire? La chorma de Rivka. Des imot, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait son nom tomber par terre. Et de la sorte, elle a fait tomber la cruche et elle l'a remplie une deuxième fois pour les chameaux. Voilà, ça c'est les imot et c'est leur chorma, qu'on ne voit pas forcément de par leur tinon, par leur discrétion. Et voilà un petit peu le genre de minotes sur lesquelles attendait
un résultat à Avraham Avinu quand il envoyait Eliezer. Allez, Shabbat Shalom.